Alors, je suis Azeb Khmaïs, professeur de mathématiques. Je suis normalien, l'école normale supérieure de Bizerte. J'ai une expérience qui dure plus que 35 ans dans l'enseignement des mathématiques et en particulier dans l'enseignement des classes terminales, en particulier classe bac maths, bac sciences, bac technique. D'accord? Donc, l'expérience que j'ai eue me permet de vous dire que j'ai une idée sur toutes les questions qui peuvent être posées dans un sujet de bac, toutes les méthodes, toutes les astuces, tous les trucs qu'on peut utiliser. D'accord? Et vous allez voir, j'ai une méthode lorsque je corrige un exercice. Je ne me contente pas de la correction, ce n'est pas la correction qui compte pour moi, c'est la méthode qu'on a utilisée. J'essaie d'apprendre à l'élève comment réfléchir, comment il peut avoir l'idée de la question, des questions qui sont cachées, comment on peut avoir l'idée, voilà, comment penser, c'est ça, d'accord? Bon. Alors, tout d'abord, je vais vous parler aujourd'hui du théorème des valeurs intermédiaires et je vais vous donner une idée générale aussi sur les suites réelles et à la fin, on va corriger un exercice sur les suites. Alors tout d'abord, je vais vous donner quelques résultats du cours, donc quelques rappels, d'accord? Alors, euh, pour déterminer, pour déterminer l'intersection d'une courbe avec l'axe des x, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut chercher l'intersection d'une courbe avec l'axe des x? On va chercher, quand est-ce qu'on va chercher ce point-là? Alors, ce n'est autre que les points qui ont comme image, ce sont les antécédents de 0. Ce sont les valeurs qui ont comme image 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on résout l'équation f de x égale à 0. Bon. Alors, comment on fait l'intersection d'une courbe avec l'axe des y? Alors, pour déterminer l'intersection d'une courbe avec l'axe des y. Donc, j'ai l'axe des y et je vais chercher ce point-là. Tout simplement, ce plan-là n'est autre que, ici, c'est l'image de 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule f de 0. D'accord? Ben, maintenant, si j'ai un réel A, un réel. Comment je cherche l'image de A? J'ai la courbe d'une fonction tracée. Donc, comment je cherche l'image de A dans ce cas-là? A, je devais le prendre sur l'axe des X. Et je trace la parallaxe des Y. Et comme ça, je lis ici f de A. Maintenant, comment je cherche les antécédents de K graphiquement? K un réel. Comment je cherche les antécédents de K? Donc, j'ai dit les antécédents de K. Donc, j'ai la courbe de f. Et donc, je prends K sur l'axe des Y. Je trace cette droite-là. Et comme ça, j'ai les antécédents de K graphiquement. D'accord? Bien. Maintenant, je vais énoncer le théorème des valeurs intermédiaires. Le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'une f continue sur l'intervalle AB. On a k un réel compris
entre f de A et f de B. Donc, je fais une courbe ici, voilà. J'ai l'intervalle AB. Et ça, c'est la courbe de f. Voilà. Donc ici, là, j'ai f de A. Et là, j'ai f de B. La question, je vais chercher combien K va avoir au moins combien d'antécédents. Donc, le K, il est là. Pour chercher ces antécédents-là, je vais tracer cette droite-là. Et en chaque point où la courbe, où cette droite-là a coupé la courbe, j'ai un antécédent. Là, je suis sûr que cette droite-là que je vais tracer, je suis sûr qu'elle va couper la courbe de f. Pourquoi je suis sûr qu'elle va couper la courbe de f? La courbe de f, elle est continue. Elle ne présente pas de rupture. Par conséquent, qui n'est que compris entre f de A et f de B. Alors, K a au moins un antécédent alpha appartenant à B. C'est-à-dire quoi? Il existe au moins un réel alpha dans l'intervalle AB tel que K a comme image 0. C'est-à-dire, c'est ça ce que je veux, c'est-à-dire l'équation f de x égale à K a au moins une solution alpha appartenant à l'intervalle AB. Parce que résoudre cette équation, c'est chercher les réels x qui ont comme image K. Autrement dit, c'est chercher les antécédents de K. Et on vient de dire que K a au moins un antécédent. Donc, dans un exercice, on vous dit, montrez que l'équation f de x égale à K a au moins une solution alpha dans l'intervalle AB. Comment vous répondez à cette question? Il suffit de dire que f est continu sur l'intervalle AB. Vous calculez f de A et f de B. Vous allez remarquer que le K est compris entre f de A et f de B. Et donc l'équation f de x égale à K a au moins une solution. Donc attention à le théorème, il ne vous donne pas la valeur de alpha. Il vous dit qu'il existe au moins un réel alpha. Alors, cas particulier. Oh, si f est strictement monotone, je m'en ai strictement monotone, yani croissante ou décroissante, alors alpha est unique. D'accord? Alpha, il est unique. Pourquoi? Tout simplement, voilà, il suffit de voir les choses ici, voilà. J'ai le A ou le B là. Si la fonction elle est croissante, j'ai là f de A et là f de B. Si je prends un réel K ici, je suis sûr que cette droite-là va couper une seule fois la courbe de f et donc le réel K a un seul antécédent. C'est-à-dire l'équation f de x égale à K va avoir une seule solution. Bien. Maintenant, nous allons voir un cas très particulier et très important, vous pouvez le rencontrer dans beaucoup d'exercices. Nous allons voir sur l'utilité. C'est un cas particulier. Lui-même, on lui appelle, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, au théorème des valeurs intermédiaires. Mais c'est un cas particulier. Valeurs intermédiaires. Cas particulier. Alors, je vais annoncer le même théorème qui n'est K égale à 0. Alors, que devient le théorème si je prends K égale 0? Regardez bien. Alors, f continue sur l'intervalle AB, si 0 est compris entre f de A et f de B, alors l'équation f de x égale à 0 a au moins une solution alpha dans l'intervalle AB. Donc, je lance ce théorème-là. Je dis f continue sur l'intervalle AB. Lorsque je dis 0 est compris entre f de A et f de B.
Donc j'ai le 0 est là. Je m'en ai 0 est compris entre f de A et f de B. Yani, c'est sûr, l'une a une image positive et l'autre a une image négative. Donc regardez ce que je vais faire. C'est-à-dire que f de A et f de B sont de signes contraires. Donc je vais remplacer ça par... Je vais remplacer ça. Alors, si f de A fois f de B est négatif, ceci remplace quoi? Remplace 0 est compris, au lieu de dire 0, est compris entre f de A et f de B. Je m'excuse de le dire. Alors, ce vidéo-là, il est destiné pour toutes les sections, maths, techniques, sciences, et même destiné pour les enseignants, des enseignants, surtout les enseignants qui sont débutants. Donc, ils peuvent voir ce vidéo-là. Alors, l'équation f de x égale à 0 a au moins une solution alpha appartenant à l'intervalle AB. Donc, alpha vérifie quoi? Donc, automatiquement, on a f de alpha égale à 0. L'équation f de x a au moins ce, yani f de alpha égale 0. Une remarque très importante. Oh, c'est correct, ce n'est pas faux d'écrire que alpha est dans l'intervalle AB. Mais pour être plus précis, on est sûr que alpha, il est dans l'intervalle ouvert. D'accord? Je vais expliquer. Il est dans l'intervalle ouvert AB. Pourquoi? Parce que f de A fois f de B est strictement négatif. Donc c'est sûr, f de A est différent de 0, ou f de B est différent de 0. On a f de alpha égale 0. Donc pour être plus précis, alpha, il est dans l'intervalle ouvert AB. Donc, la même chose, si f est strictement monotone, alors alpha est unique. Maintenant, quelle est l'utilité de ce terme graphiquement? C'est ça le plus important. Graphiquement. Non. Je vais interpréter ça graphiquement. Que signifie f de x égale à 0 a au moins une solution alpha pour l'intervalle AB? Que signifie il existe un réel alpha pour l'intervalle AB tel que f de alpha égale 0? Mais vous rappelez bien, résoudre l'équation f de x égale 0. Quel est le but de résoudre l'équation f de x égale 0? Ou de chercher l'intersection de la courbe avec l'axe des x. Ben, ce théorème-là, il ne vous donne pas la valeur de alpha. Il vous dit qu'il existe un réel alpha. Donc graphiquement, yani, si j'ai A et B, yani, la courbe de f coupe l'axe des x entre A et B. D'accord? La courbe de f coupe l'axe des x entre A et B. Et qu'est-ce qu'on a gagné graphiquement? Voilà ce qu'on a gagné graphiquement. C'est une chose très importante. Donc le théorème vous dit quoi? Voilà, elle va couper, il faut que l'alpha va couper ici la courbe. Donc, dans certains cas, regardez bien, qu'est-ce qui va se passer? On vous donne une fonction à étudier. Vous avez terminé votre étude de la courbe et vous êtes arrivé à l'étape finale, à la construction de la courbe. Lorsque vous allez tracer la courbe, vous allez remarquer que la courbe va couper l'axe des x. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de résoudre l'équation f de x égale à 0. Mais le problème, c'est qu'on peut tomber sur une fonction dont on ne peut pas la résoudre. Dans ce cas-là, on fait intervenir le théorème de valeur intermédiaire. Qu'est-ce qu'il nous dit? On va vous allez trouver la question suivante dans l'exercice. Montrer que l'équation f de x égale à 0 a une seule solution, fait intervalle, fait 0,1 ou la 1,2, etc. Donc, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné l'intervalle dans lequel la courbe de f va couper l'axe des x. Et mais c'est bien. N'oubliez pas que
dans l'exercice, nous, on ne fait pas la représentation graphique, on fait l'allure approximative de la courbe. Donc, lorsque vous allez tracer la courbe, vous allez passer la courbe par là, ou par là, ou par là, ça ne change rien de l'allure. Donc, d'où l'importance du théorème des valeurs intermédiaires sur le cas particulier. Lorsqu'on veut avoir une idée sur la valeur où la courbe va couper l'axe des x. D'accord? Attention, je me rappelle bien, dans un sujet de bac, on leur a dit montrer que l'équation f d'x égale 0 a une solution alpha. Attention, lorsqu'on vous dit une solution alpha, il n'a pas dit une unique solution. Donc, on a deux cas. Lesquels la courbe a une solution alpha ou au moins une solution alpha. Là, vous dites f continu ou f de a fois f de b négatif. Quand est-ce que vous regardez le sens de variation? S'il vous dit il y a unicité. Et donc les élèves, je me rappelle bien dans un sujet de bac, ils ont fait une confusion. Quand la question est dit une solution, il n'a pas dit une seule solution. Donc voilà, je vous ai donné une idée sur le théorème des valeurs intermédiaires, vu l'importance de ce théorème. D'accord? L'importance de ce théorème. Maintenant, voilà. Maintenant, je vais parler, je vais donner une idée générale sur les suites réelles. Bien. Tout d'abord, je vais vous donner quelques résultats concernant les suites réelles. Bien. Tout d'abord, vous allez voir que dans les exercices sur les suites réelles, il y a pas mal de questions sur les encadrements. Donc, je vais vous donner quelques erreurs à éviter. Je vous dis la chose suivante. Si j'ai A sur B est plus petit que 1, dès que je dis A sur B est inférieur à 1, qu'est-ce qu'ils vont dire la majorité des élèves? Ils me disent A signifie que A est inférieur ou égal à B. Bon, attention, il y a des exercices où vous commettez une erreur invisible, une erreur de raisonnement. C'est dans votre tête que vous faites le raisonnement. Ce n'est pas, par exemple, une erreur que vous voyez, comme des erreurs de calcul. Là, il faut faire attention. Parce que vous ne voyez pas l'erreur, l'opération qu'on a fait pour passer de cette inégalité à cette égalité. Qu'est-ce qu'on a fait pour passer de là? On a multiplié des deux côtés par B. Et vous savez bien, lorsqu'on multiplie une inégalité par un réel, attention, si ce réel-là est positif, l'inégalité ne change pas. Et si c'est négatif, l'inégalité change. Donc, cette inégalité, quand est-ce qu'elle est vraie? Ça, si B est strictement négatif. Ou A sur B plus petit que 1 signifie que A est plus grand que B, si B est négatif. Donc, il faut faire attention. Même chose, même erreur. Les élèves, qu'est-ce qu'ils font? Je dis, A fois C est inférieur à B fois C. Qu'est-ce qu'ils font, les élèves? Directement, ils simplifient par C des deux côtés. Et ils ne voient pas l'erreur, l'opération qu'on a fait pour faire cette simplification. Pour faire cette simplification, autre chose que je ne veux pas entendre, je ne veux pas entendre le mot « je divise ». Je ne veux pas l'entendre. Je veux entendre le mot « on multiplie » pour que j'applique les propriétés de mon cours. D'accord? Donc, pour éliminer, on va multiplier par 1 sur C. Alors, lorsqu'on multiplie par 1 sur C, kiff, il faut s'assurer du signe. Donc, A est inférieur à B si C est positif. Ou A fois C est inférieur à B fois C signifie que A est supérieur à B si C est négatif. Donc, il faut faire attention à ce type d'erreur. D'accord? Bien. Maintenant, pour les suites. Si je dis U défini sur I. U est croissante signifie que UN plus 1 moyenne est positif pour tout N appartenant à I. Une remarque très importante et très utile dans pas mal d'exercices, et ça c'est le type de question cachée à laquelle les élèves ne font pas attention. Comme je vous dis, femme a des questions
il filme des difficultés. C'est ce type de questions. Des questions qui font la différence. Ça a caché, comme vous ne voyez pas. Des remarques de rien du tout. Mais ils sont utiles dans certains exercices. Comme je vais vous donner cette remarque-là, et vous allez voir, dans l'exercice qu'on va corriger tout à l'heure, vous allez voir l'importance de cette remarque. Alors, si je prends I égale à grand N, dire que UN est positif, commençons les termes de la suite. UN plus 1 est plus grand que UN. D'accord? Alors, si je dis que la suite est définie sur grand N, donc commençons les termes de la suite. Donc, U0 inférieur à U1, inférieur à U2, etc. C'est-à-dire que tous les termes de la suite sont plus grands que U0. Donc, d'une façon plus générale, on traduit ça, on dit que toute suite croissante est minorée par son premier terme. Bon, j'ai dit que général, quand la suite elle peut être définie sur n étoile, donc dans ce cas-là, le premier terme c'est U1. Ou les cas. Maintenant, U est décroissante, signifie que UN plus 1 moins UN est négatif pour tout n appartenant à I. C'est-à-dire UN plus 1 est plus petit que UN. Donc, commençons les termes de la suite, avec n I égale à grand N, défini. Alors, j'ai U0 supérieur à U1, supérieur à U2, supérieur à etc., supérieur à UN, etc. Donc, tous les termes de la suite sont plus petits que U0. Autrement dit, toute suite décroissante est minorée par son premier, je m'excuse, est majorée par son premier terme. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, on va parler suite convergente. Suite convergente. Alors, UN est convergente, signifie que limite lorsque n tend vers plus l'infini du n existe et fini. Donc, pour montrer qu'une suite est convergente, la première idée qui vient à l'esprit, vous calculez la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. Je vous donne des exemples. Par exemple, un égale 1 sur n plus 1. Elle est définie, voilà ce que j'ai dit aux élèves. Cette suite-là, elle est définie pour tous les entiers naturels, sauf quoi? Ils m'ont dit, sauf moins 1. Mais moins 1, automatiquement, il n'appartient pas à n. Donc, il faut faire attention. D'accord? Alors, je calcule limite lorsque n tend vers plus l'infini du n. C'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1. Elle est l'infini, donc ça tient à 0. Donc, conclusion, un est convergente. B. Quand est-ce qu'on dit que donc, la limite existe et finie? Je vous donne les deux cas où la suite n'est pas convergente. Le premier cas, c'est que un égale n au carré plus 2n moins 1. Si je calcule limite lorsque n tend vers plus l'infini du n, j'atteins plus l'infini. Donc, un n'est pas convergente. On dit souvent que UN est divergente. UN est divergente. UN est divergente. Ben. Maintenant, on a dit, dans quel cas la suite n'est pas convergente? Avec quelle la limite est infinie ou la limite n'existe pas? Je vais vous donner un cas, par exemple, UN égale
moins 1 puissance n. إذا تعطينا 1 si n est pair. Ou moins 1 si n est impair. Par conséquent, limite lorsque... Qu'est-ce que du n? On ne peut pas deviner. On ne peut pas deviner est-ce que va donner 1 ou moins 1. Donc, on ne peut pas... Avec une suite convergente, elle a une seule limite, quel que soit n. Donc, on ne va pas calculer la limite suivant la parité. Donc, dans ce cas-là, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, on dit que la limite n'existe pas. Donc, n n'est pas convergente. Voilà. Maintenant, je vais vous donner quelques propriétés qui nous aident à calculer les limites d'une suite. Les limites d'une suite, d'accord? Voilà. Alors, on a les propriétés suivantes. Si Wn inférieur à Un inférieur à Vn pour tout n appartenant à I, et si les suites Wn et Vn ont la même limite L, alors on peut affirmer que limite L plus l'infini du n sur les L. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, si valeur absolue du n inférieure à Vn et si limite L plus l'infini de Vn égale à 0, alors limite lorsque n tend vers plus l'infini du n serait 0. D'accord? Maintenant, dans certains cas où on vous donne suite sous forme d'une somme, la première chose à avoir est la chose suivante, propriété. Dès qu'on a un réel ou a différent de 1, et dès qu'on vous donne une somme, donc vous allez voir comment on comporte avec une suite sous forme d'une somme. La première idée est la suivante. Et dès que vous avez remarqué que la somme, vous avez la somme des puissances d'un même nombre. Yani, 1 plus a carré, plus etc. plus a puissance n. Et combien de termes? Il y a a puissance 0 là. Donc, 0 n, n moins 0 plus un terme. Donc, n plus un terme. J'écris le premier terme, 1 moins a puissance n plus 1 sur 1 moins 1. Si je commence par a plus a carré plus a puissance n, tu as dit a fois 1 moins a. Donc, on a a puissance 1 n, mais n 1, on dit n moins 1 plus un terme. Donc, a puissance n sur 1 moins 1. Elle est utile dans pas mal de cas, des sommes. Même, vous pouvez rencontrer cette somme dans les exercices d'arithmétique. Vous allez voir, cette somme-là, vous pouvez la rencontrer pour les bacs maths. Pour les bacs maths, comme j'ai déjà dit, ce vidéo-là, il est destiné pour toutes les sections. Pour toutes les sections, d'accord? Aussi, une autre propriété à retenir pour calcul des limites. Si j'ai un réel A encadré bien 1 ou moins 1, alors, limite lorsque n tend vers plus l'infini de a puissance n égale à 0. Si a est plus grand que 1, limite lorsque n tend vers plus l'infini de a puissance n égale à plus l'infini. Et si a est plus petit que moins 1, limite lorsque n tend vers plus l'infini de a puissance n n'existe pas. D'accord? D'accord? Maintenant, cas de limite infinie. Alors, dès qu'on a dit un inférieur ou égal à Vn pour tout n appartenant à I, alors, si limite lorsqu'on tend vers plus l'infini du n égale à plus l'infini, alors limite fait plus l'infini de Vn et automatiquement c'est plus l'infini. Mais avec un Vn, c'est pas une quantité qui tend vers plus l'infini. C'est sûr que sa limite c'est plus l'infini. Et si limite lorsque n tend vers plus l'infini de Vn c'est moins l'infini, alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de n serait aussi moins l'infini.
Maintenant, pour les suites définies par une relation de récurrence. Yani UN plus 1 est exprimé en fonction du UN. Comment on démontre la convergence de ces suites-là? Alors, comment on démontre la convergence de ces suites-là? On a un théorème particulier pour ces suites-là qui dit quoi? Toute suite croissante majorée et convergente. Ou elle, tout de suite, décroissante et minorée et convergente. D'accord? Voilà. Alors, une fois on a montré la convergence de cette suite, comment on démontre comment on calcule sa limite? Alors, on a le théorème suivant. On dit UN plus 1 égale à f de UN, défini en fonction de n. Alors, si UN est convergente, et si limite lorsqu'un tend vers plus l'infini du n égale à L, alors L est solution de l'équation f de L égale à L. Voilà. Donc voilà, je vous ai donné une idée générale sur les suites et les résultats les plus importants. Maintenant, nous allons voir corriger un exercice et comme je le dis et je répète, comme je dis, vous ne mesurez pas le travail que vous faites avec le nombre d'exercices. Alors, on mesure notre travail avec le contenu des exercices. Vous allez voir que je vais corriger 2 exercices et vous allez voir comme ils sont riches, la richesse contenue dans ces exercices-là. Pratiquement, je ne dis pas la majorité, mais le grand nombre de questions que vous rencontrez dans les exercices, on va les rencontrer dans cet exercice-là. D'accord? Donc, on va commencer par corriger un exercice sur les suites réelles. Donc, alors, regardez bien. On considère la suite UN définie sur N par U0 égale 1 demi, UN plus 1 égale 2 UN sur 1 plus UN carré. Donc, je vais rectifier ici, je vais prendre 0. Je m'excuse, vous allez voir pourquoi. Cette fameuse remarque, je veux la voir. 0 est là. Hein. Montrez que pour tout N, UN est encadré entre 0 et 1. Donc, je vais commencer par répondre à la première question. Alors, on va corriger exercice. On a 2 exercices. Hein? Vous allez voir une chose très importante dans le deuxième exercice. Vous allez voir une chose très importante. Donc, exercice 1. Donc, on dit U0 égale à 1 demi, ou UN plus 1 égale 2 UN sur 1 plus UN au carré. Donc, on va montrer que pour tout entier N, voilà, pour tout entier, UN est encadré par 0. Donc là, on va procéder automatiquement par récurrence. Donc, alors, on a donc petit a. Alors, U0 égale à 1 demi. Il est bien encadré entre 1 et 0. D'accord? D'où vrai pour n égale à 0. Supposons vrai pour n, supposons que 0 est inférieur à n est inférieur à 1 et montrons que c'est vrai, 0 inférieur à n plus 1 inférieur à 1. Point d'interrogation. Alors, regardez bien comment je vais procéder, mais ça, c'est une méthode, vous allez voir, elle comporte un problème. Donc, je vois ce que je vais faire. Alors, on a 0 inférieur à UN inférieur à 1, donc on essaie d'encadrer UN. On essaie d'encadrer UN. Donc, 2UN est encadré bien 1 au 0. Maintenant, UN au carré encadré bien 1 au 0, 1 plus UN au carré
ou elle est encadrée bien le 2 ou le 1. Regardez bien qu'est-ce que grand nombre d'élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire. Je m'excuse, 2 là. Hein? Et les relations 1, et les relations 2. Qu'est-ce qu'ils vont faire les élèves? Ils vont faire 1 sur 2. Regardez bien, je vais voir 2 un sur 1 plus un au carré est inférieur à 2 sur 2, اللي هو 1, ou supérieur à 0,1, اللي هو 0. Mais exactement, j'ai eu le résultat que j'ai eu. Mais attention, là, vous avez commis une grave erreur. Dans les exercices, vous n'avez pas le droit de diviser. Vous avez le droit de faire la somme. Vous avez le droit de faire la multiplication membre à membre si j'ai des quantités positives, mais je n'ai pas le droit de faire cette division. Donc, il faut faire attention. Bon, regardez bien. Par conséquent, pour encadrer A sur B, j'ai écrit A fois 1 sur B. Donc, je vais encadrer A, B, on va 1 sur B. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encadrer 1 sur 1 plus UN au carré. Lorsqu'on passe à l'inverse, on change d'inégalité. On change d'inégalité. Mais au lieu de changer d'inégalité, on change des nombres. Donc, elle est supérieure à 1 demi. Ou de ce côté-là, voilà. Inférieur à 1. D'accord? Donc, regardez bien. Relation 1, vous voyez les deux. Si je fais 1 fois 2, puis je dis 2 un sur 1 plus un au carré, inférieur à 2, supérieur à 0. Ma méthode est correcte, mais je n'ai pas eu l'encadrement demandé, j'ai eu un encadrement plus large. Donc c'est pour cela, pour éviter tout ça, notre méthode elle est correcte, mais dans certains cas, elle vous ramène le résultat. Et dans d'autres cas, non. Donc, pour éviter ça, pour ne pas être dans un devoir, je ne vais pas perdre du temps, moi, si... Voilà. Voilà comment on procède. Voilà comment on procède. Lorsque j'ai une suite sous forme de quotient, pour comparer un plus 1 avec 1, on fait la différence. Donc, je vais faire un plus 1 moins 1, et j'essaie comme ça tranquille. 2n sur 1 plus un au carré, moins 1. Ça tient 2n, moins 1, moins un au carré, sur 1 plus un au carré. Ça tient à moins un au carré, plus 2n, moins 1. Ici, avec deux choix. Et vous remarquez que vous avez un produit remarquable. Et là, vous allez voir tout à l'heure, on va considérer des équations de second degré et on fait une factorisation. Là, si je fais sortir moi en facteur, donc un au carré moins 2n plus 1 sur 1 plus un au carré. Donc égal moins un moins 1 au carré sur 1 plus un au carré. Positif, positif et négatif. Voilà. Donc un plus 1 plus petit que 1. De la même manière, bon, il y a un nombre, donc je t'ai un plus 1 moins 0, j'atteins 2 n sur 1 plus un au carré. Voilà. C'est positif. D'où conclusion, un plus 1, il est bien encadré, bien 1 ou 0. C'est comme ça, c'est beaucoup plus simple. B. Petit b, étudier la monotonie de la suite un. Étudier la monotonie de la suite un. Donc là, on va faire la différence. Petit b, on va calculer un plus 1 moins un. Ça fait 2un sur 1 plus un au carré moins 1. Ça va nous faire 2n moins 1 puissance 2n moins 1 au cube sur 1 plus un au carré. Ça tient un moins 1 au cube sur 1 plus un au carré. Alors, je mets un en facteur, et un facteur de 1 moins un au carré sur 1 plus un au carré. Bon, un est plus petit que 1, donc ça c'est quantité positive, mais pour voir mieux les choses, je fais une factorisation. Elle est égale un fois 1 moins un fois 1 plus un sur 1 plus un au carré. Alors, tout est positif, 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 donc c'est positif. Donc, un est croissante.
UN est bien croissante. On déduit qu'elle converge, puis calculer sa limite. Donc, nous sommes dans le cas où une suite définie par une relation de récurrence. Là, vous êtes obligé d'introduire une fonction. Donc, tout d'abord, vous allez écrire que, donc, on a montré ça, bel colchet. UN, elle est croissante, majorée par 1, donc convergente. Soit L égale la limite lorsqu'un tend vers plus l'infini de UN. La première chose à faire, vous écrivez l'encadrement du UN. UN encadré. Donc, automatiquement, sa limite aussi, 0. La limite, la ligne d'égalité, elle est large. Même avec un indice strict, là, pour le calcul des limites, la ligne d'égalité, elle est large. Maintenant, UN plus 1 égale à 2 UN sur 1 plus UN au carré. Là, on va introduire une fonction. Donc, vous allez voir, je vais vous donner le même exercice tout à l'heure. On vous donne la fonction au début. Vous allez voir le même exercice. Je vais le corriger d'une autre façon. Dans ce cas-là, ça, je l'appelle f du 1. Et donc, vous allez introduire une fonction. Quelle est la fonction que vous allez introduire? Voilà, elle est définie là. F du n égale, donc au lieu du n, khod x. Donc, avec f du x égale 2x sur 1 plus x carré. Vous signalez que f est une fonction rationnelle. Donc, f est contenu sur son domaine de définition lié au R, d'où f est contenu en L. D'où f est contenu, il faut l'écrire en L. Donc, L est solution de l'équation f de L égale à L. Ce qui signifie les 2L sur 1 plus L carré. Là, il faut faire attention. Vous n'avez pas le droit de simplifier par L. Simplifier par L, c'est comme si vous avez supposé que L est différent de 0. Et là, vous avez éliminé une solution. C'est possible, dans certains cas, la solution que vous avez éliminée, elle peut être, c'est la solution qu'on cherche. Donc, je vais pas, donc, signifie que 2L égale, je multiplie donc égale L plus L au cube. Je ramène tout d'un seul côté, L au cube moins L égale à 0. C'est-à-dire, et là vous allez voir pourquoi j'ai changé un demi avec 0. Vous allez voir pourquoi. Pour voir une remarque très importante que vous pouvez rencontrer dans les exercices. Là je mets L en facteur de L au carré moins 1 est égal à 0. Ce qui signifie que L égale à 0, ou L égale à 1, ou L égale à moins 1. Or, L est encadré entre 1 et 0. Donc le problème, il y a deux solutions. Enfin, des élèves qui pensent la chose suivante, ce n'est pas une justification rigoureuse. Ils vont me dire, puisque la suite est convergente, donc c'est sur la limite, la valeur qui est de ce côté-là, mais ce n'est pas une justification rigoureuse. Donc. Alors, vous voyez bien, dans ce cas-là, je vous ai dit, ça fait des remarques qui sont très importantes dans les exercices. Là, on va utiliser la chose suivante. Alors, donc, on va calculer la limite. Or, UN est croissante. Donc, comme on l'a déjà dit, toute suite croissante est minorée par son premier terme. Donc, UN est supérieur ou égal à U0 qui vaut n demi. D'où sa limite L serait supérieure ou égale à n demi. Par conséquent, donc, elle n'est autre que 1. Voilà. Alors, question suivante. Deuxièmement, petit a, montrer que pour tout n appartient à grand n, 0 inférieur à 1 moyenne plus 1, inférieur à 2 cinquièmes fois 1 moyenne. Donc, on va montrer que 1 moyenne plus 1 est inférieur ou égal à 2 cinquièmes fois 1 moyenne. D'accord? Donc, deuxièmement, petit a, nous allons montrer que 1 moyenne plus 1 est inférieur ou égal à 2 cinquièmes fois 1 moyenne. Pour cela, voilà ce qu'on va faire. On va partir de 1 moyenne plus 1 qui est égal à 1
moins 2un sur 1 plus un au carré. D'accord? Alors, dans cette expression, il faut faire apparaître un moyen. Donc, regardez bien, je vais réduire même dénominateur. Ça va me donner 1 plus un au carré moins 2un sur 1 plus un au carré. Vous allez remarquer la chose suivante, que 1 plus un au carré moins 2n, c'est un produit remarquable. Donc, 1 moins un plus 1 est égal à 1 moins un au carré sur 1 plus un au carré. Il est égal à 1 moins un sur 1 plus un au carré, facteur de 1 moins 1. Regardez bien, on veut montrer que 1 moins n plus 1 est inférieur ou égal à 2 cinquièmes fois 1 moins n. Donc vous voyez bien, j'écris ça. On veut montrer que cette quantité est inférieure ou égale à 2 cinquièmes fois 1 moins n. Donc nous sommes amenés à montrer quoi? Que 1 moins n sur 1 plus n au carré est inférieur ou égal à 2 cinquièmes. Donc l'idée est de comparer 1 moins n sur 1 plus avec 2 cinquièmes. Donc comment on peut procéder? On peut faire tout simplement faire la différence. Donc on va calculer 2 cinquièmes moins 1 moins n sur 1 plus un au carré. En réduisant même dénominateur, ça fait 2 plus 2un au carré, moins 5 plus 5un sur 1 plus un au carré. Ça fait 2un au carré, plus 5un, moins 3 sur 1 plus un au carré. Donc c'est ça ce qu'on veut démontrer. Donc, point d'interrogation. On n'a pas ça, d'accord? Voilà. Bon. Alors, on va étudier le signe de 2un au carré plus 5un moins 3. Pour cela, on va introduire l'équation suivante. On va étudier le signe de 2x carré plus 5x moins 3 pour x réel, puisque n est un nombre réel. Donc, égal à 0. On calcule le discriminant delta, ça va nous faire 25 plus 24, ça fait bien 49. Donc, on va avoir deux solutions. x1 égale moins 5 plus 7 sur 2 égale à 1 demi. x2 égale moins 5 moins 7, et je m'excuse, sur 4, sur 2 à 1, sur 4, sur 4, et ça va nous faire moins 3. Alors de là, on factorise. 2x carré plus 5x moins 3 va s'inscrire sur la forme 2 fois x moins 1 demi, facteur de x plus 3. Ceci est valable pour tout réel x. En particulier, il est valable pour un, puisque un est un nombre réel. Donc 2un au carré plus 5un moins 3 va s'écrire sur la forme 2 fois un moins 1 demi, facteur de n plus 3. En conséquence, 1 moins n plus 1 est égal, je m'excuse, je reprends. Or, quel est le signe de cette quantité? Sachant que, n'oubliez pas que un, on a dit, il est inférieur à 1. Et d'après premièrement, on a montré qu'il est supérieur à 0. Et lorsqu'on a voulu calculer la limite, on a remarqué que n est plus grand que 1 demi. D'accord? Par conséquent, cette quantité, elle est positive. Donc elle est positive. Par conséquent, on peut affirmer que 1 moyenne sur 1 plus un au carré sur 1 plus un au carré est inférieur ou égal à 2 cinquièmes. Multiplions des deux côtés par 1 moyenne qui est positif. Nous aurons 1 moyenne au carré sur 1 plus un au carré est inférieur ou égal à 2 cinquièmes fois 1 moyenne, ce qui signifie bien que 1 moyenne plus 1
est plus petit que 2 cinquièmes fois 1 moyenne. Et puisque pour tout entier n, un est positif, et un est plus grand, plus petit que 1, donc ça serait une quantité positive. Voilà. Voilà, strictement positif. Alors, à l'aide d'un raisonnement par récurrence, on déduit que pour tout entier n, 0 inférieur à 1 moyenne, inférieur à 1 demi fois 2 cinquièmes à la puissance n. Donc on va montrer que, alors là, nous sommes à la question petit b. Nous sommes à la question petit b. Petit b. On va montrer que 0 inférieur à 1 moyenne, inférieur à 2 cinquièmes, à la puissance, voilà la question. 2 cinquièmes fois 1 demi, 2 cinquièmes puissance n fois 1 demi, donc 1 demi fois 2 cinquièmes à la puissance n. Alors, pour tout entier, n appartient à grand n. Donc, on va commencer pour n égale à 0. 1 moins i0, il est égal à 1 demi. Bien, c'est positif. Est-ce que c'est inférieur à 1 demi fois 2 cinquièmes puissance 0? Oui, parce que 1 demi fois 2 cinquièmes puissance 0, ça fait 1 demi. D'où vrai pour n égale à 0. Supposons que 0 inférieur à 1 moyenne, supposons vrai pour n inférieur à 1 demi fois 2 cinquièmes à la puissance n, et montrant que 0 inférieur à 1 moyenne plus 1 inférieur à 1 demi fois 2 cinquièmes à la puissance n plus 1. C'est ce qu'on va démontrer. Lorsqu'on vous dit en déduire, attention, la réponse n'est pas immédiate. Le mot en déduire signifie en utilisant la question précédente, c'est-à-dire la question précédente va vous aider pour répondre à la question. Donc, juste, il faut savoir comment utiliser le résultat de la question précédente. Alors, regardez bien. On a, par hypothèse de récurrence, 0 inférieur à 1 moyenne, inférieur à 1 demi fois 2 cinquièmes à la puissance n. Et on a montré, voilà ce qu'on va utiliser, la question précédente. Et on a 0 inférieur à 1 moyenne plus 1, inférieur ou égal 2 cinquièmes fois 1 moyenne. Regardez bien. 1 moyenne est inférieur à 1 demi fois 2 cinquièmes puissance n. Lorsque vous allez multiplier par 2 cinquièmes de cette côté-là, vous allez multiplier par 2 cinquièmes de cette côté-là. Et par conséquent, eh bien, elle serait inférieure à 1 demi fois 2 cinquièmes puissance n fois 2 cinquièmes. Donc, je répète, 1 moyenne inférieur à 1 demi fois 2 cinquièmes puissance n. Ici, j'ai 2 cinquièmes fois 1 moyenne. Donc, je vais multiplier par 2 cinquièmes de ce côté-là et 2 cinquièmes de ce côté-là. Et comme ça, nous aurons bien d'où 0 inférieur à 1 moyenne plus 1 inférieur à 1 demi fois 2 cinquièmes à la puissance n plus 1. Et donc, notre propriété, elle est vraie pour tous les entiers n. D'accord? Dernière question. Retrouvez alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. Retrouvez la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. Donc, je vais les questions C. Question C. Alors, C, on a 0 inférieur à 1 moyenne, inférieur ou égal à 1 demi, fois 2 cinquièmes à la puissance n. Donc, chaque fois où on a un encadrement d'une suite, et il me dit déduire la limite de la suite, c'est sûr qu'on a la situation suivante. La suite n est encadrée entre deux suites, et ces deux suites-là vont avoir la même limite L. C'est le cas ici. Donc, je vais voir quoi. Je vais calculer limite lorsque n tend vers plus l'infini de 0, ce 0-là, même si c'est 0, il faut l'écrire. Il faut l'écrire. Il est égal à 0. C'est aussi limite lorsque n tend vers plus l'infini, 1 demi
fois 2 cinquièmes à la puissance n. Pourquoi limite de n demi fois 2 cinquièmes puissance n nous donne 0? Parce qu'on a la propriété suivante qui dit si j'ai un réel encadré entre 1 et moins 1, alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de a à la puissance n, c'est 0. Par conséquent, ça c'est 0. Par conséquent, ici 0, de ce côté-là 0, d'où conclusion, d'où on peut dire que limite lorsque n tend vers plus l'infini de n moyenne égale à 0, ce qui signifie que limite lorsque n tend vers plus l'infini du n égale à 1. Et comme ça, on a retrouvé la limite du n. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, on va passer à une chose très intéressante. Où les suites qui sont données sous forme d'une somme. Et d'ailleurs, vous allez voir que les deux situations que je veux avoir, je vais les rencontrer dans la troisième question. Donc, Sn égale à somme de k égale à 1 jusqu'à n de uk. Somme de uk. Alors, on vous dit encadrer Sn. Montrez que pour ton n, Sn est encadré. Voilà la méthode qu'on va utiliser. À retenir la chose suivante. Pour encadrer une somme, il faut encadrer chaque terme de la somme, puis on fait la somme membre à membre. Donc, je regarde bien, voilà. Pour que vous puissiez me suivre, voilà, je vais écrire petit à petit, voilà ce qu'on va faire. Donc, nous sommes à la question 3, petit a. On vous donne Sn égale à somme de k égale à 1 jusqu'à n de uk. On veut encadrer Sn. On veut encadrer Sn. Vous voyez bien Sn, l'encadrement de Sn. Donc, je vais l'écrire en détail. C'est égal à U1 pour voir mieux les choses. Plus U2, plus etc. Plus UN. Alors, on va encadrer cette somme. Donc, comme je l'ai déjà dit, pour encadrer cette somme, il faut encadrer chaque terme de la somme. Comment j'encadre chaque terme de la somme? Il faut revoir l'exercice. C'est quelque part, on a un encadrement général de la suite UN. Et qu'est-ce qu'on fait? On va appliquer cet encadrement pour chaque terme de la somme. Regardez bien, qu'est-ce qu'on a? Regardez bien. Alors, regardez bien. La première idée qui vient à l'esprit, j'ai encadrement de n. Un est encadré entre 1 demi et 1. Je dis, pourquoi pas j'utilise cet encadrement? Allez-y, utilisons cet encadrement. Je m'excuse, j'ai rectifié. Bon, ici, on a un 0. Hein. Alors, le premier encadrement qui vient à l'esprit, c'est un encadré entre 1 et 1 demi. D'accord? Alors, regardez ce que je vais faire. Donc, si je prends n égale à 1, U1 est encadré, mais bien 1 et 1 demi. N égale à 2, U2 est encadré entre 1 et 1 demi, etc. jusqu'à UN, encadré, mais bien 1 et 1 demi. On fait la somme membre à membre. Ici, je vais avoir Sn. Donc, je m'excuse un peu strictement. Si on fait la somme à membre, ici, je vais avoir Sn. Ici, 1 plus 1 plus 1, combien de fois? De 1 jusqu'à n, c'est n moins 1 plus 1 terme. Ici, 1 demi de n. Mais je n'ai pas eu l'encadrement demandé. Donc, ce n'est pas le bon encadrement. D'accord? Donc, il faut choisir un autre encadrement. Il faut choisir un autre encadrement. Alors, reprenons. Regardez bien ici. Voilà un autre encadrement. À partir de cet encadrement, on va tirer un encadrement du n. Regardez ce qu'on va faire. Hein. On a 0 inférieur à 1 moyenne, inférieur à 1 demi, fois 2 cinquièmes, à la puissance n. Ce qui signifie que moyenne est supérieure ou égale à moins 1, inférieur ou égal à moins 1, plus 1 demi, fois 2 cinquièmes à la puissance n. Ce qui signifie, multiplions par infiniment, donc n, et au lieu de changer, lorsqu'on multiplie par un nombre, on change les inégalités. Au lieu de changer les inégalités, on change les nombres. Donc, je vais avoir le moins 1 et le 1 là. Il va devenir 1
moins 1 demi fois 2 cinquièmes à la puissance n. Donc voilà ce qu'on va faire. On va appliquer cet encadrement pour chaque terme de la somme. Donc je prends n égale à 1. Attention, sans faire de calcul, hein. Laissez tel qu'il est. 1 demi fois 2 cinquièmes inférieur à U1. Attention, ici j'ai une inégalité stricte. Donc la question est inférieur strictement, voilà. Donc j'ai une inégalité stricte. Inférieur à 1, n égale à 2, 1 moins 1 demi fois 2 cinquièmes au carré, inférieur ou égal à U2, inférieur à 1, etc. jusqu'à n, 1 moins 1 demi fois 2 cinquièmes à la puissance n, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 1. Alors, on fait la somme membre à membre. Nous aurons quoi? Alors, nous aurons ici Sn inférieur à 1 plus 1 plus 1 n fois, supérieur ou égal, ici 1 plus 1 plus 1 n fois n, moins 1 demi. Là, je mets moins 1 demi en facteur, facteur de 2 cinquièmes, plus 2 cinquièmes au carré, plus etc., plus 2 cinquièmes à la puissance n. Voilà. Voilà. Ce qui signifie, voilà ici, on a la somme des puissances d'un même nombre. Donc, je l'ai quoi? 1 moins 1 demi. Je vous ai rappelé au début comment on calcule cette somme. Ici, je commence par le premier terme. Donc, j'écris 2 cinquièmes. Facteur de 1 moins 2 cinquièmes à la puissance de nombre de termes. Ici, j'ai de 1 jusqu'à n. On a n moins 1 plus 1. Donc, on a n termes sur 1 moins 2 cinquièmes inférieur à Sn, inférieur à n. Ce qui signifie, ici le 2, ça se simplifie, j'aurai 1 moins 1 cinquième. Vous allez remarquer ici, 1 moins 2 cinquièmes, ça fait 3 cinquièmes. Lorsque je le fais monter en haut, il va devenir 5 tiers fois 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n, inférieur ou égal à Sn, inférieur strictement à n. Je m'excuse, ici c'est puissance n. Donc 2 cinquièmes puissance n. Voilà. Voilà. Comme ça. Donc je simplifie ici par 5, ce qui donne en fin de compte n moins 1 tiers fois 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n, inférieur ou égal à Sn, inférieur à n. Voilà. Question suivante. On déduit limite de Vn. Donc, s'il a dit on déduit limite de Vn, c'est sûr, quelque part, on va l'encadrer. On va l'encadrer. Donc, petit b, petit b, petit b, petit b. Vn ou Sn sur n. Alors, voilà ce qu'on... À partir de là, on va encadrer. Alors, Sn sur n sera inférieur à 1, supérieur ou égal à 1, moins 1 sur 3n, fois 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n. Passons à la limite des deux côtés. Alors, limite lorsque n tend vers plus l'infini, 1 moins 1 sur 3n fois 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n, il est égal. Ça c'est 0, ça c'est 0, donc c'est 1. C'est aussi limite vers plus l'infini de 1. D'où, conclusion, d'où limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn sur n, c'est égal à 1. De la même manière, on va faire pour Wn. Yani, je vais faire Sn sur racine de n est inférieur à n sur racine de n qui vaut racine de n. Supérieur ou égal n sur racine de n, yani, c'est racine de n, moins 1 sur 3 racine de n, fois 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n. Là, faites attention. Là, on n'a pas besoin de calculer les limites des deux côtés. Vous allez voir pourquoi. Parce que je regarde seulement cette limite-là. Alors, cette limite-là,
limite lorsque n tend vers plus l'infini, 2 racines de n moins 1 sur 3 racines de n fois 1 moins 2 cinquièmes à la puissance n. Regardez bien, ça c'est 0, ça c'est 0, mais ça c'est plus l'infini. Donc la limite serait plus l'infini. Et on a le cas des limites infinies pour les suites. Si on a un inférieur à Vn, et si limite du n c'est plus l'infini, automatiquement limite de Vn c'est plus l'infini, c'est pas la peine de regarder la limite de l'autre côté. D'accord? Donc j'écris directement, d'où limite lorsque n tend vers plus l'infini de Wn est égal à plus l'infini. Voilà. Comme ça, on a terminé par cet exercice. Comme ça, on a bien terminé par cet exercice. Maintenant, regardez bien. Regardez bien. Je vais traiter le même exercice, la même suite, mais là, en introduisant une fonction. Vous allez voir que dans pas mal de sujets de bac, vous pouvez avoir la chose suivante. On vous donne tout d'abord une fonction f, qu'on l'étudie, on construit la courbe, etc. Puis, on vous donne la suite un plus 1 égale à f du n. Vous allez voir que le raisonnement est totalement différent et beaucoup plus simple. Vous allez voir pourquoi. Donc, la première des choses à faire, attention, ne pas remplacer f du n par sa valeur. D'accord? Ne pas remplacer f du n par sa valeur. Ça, c'est la première des choses à faire. Alors, regardez bien. Donc, on a tracé la courbe de f. On a tracé y égale à x. La droite y égale à x, c'est ce qu'on appelle la première bisectrice. Vous allez voir, elle est très utile, cette droite-là. Surtout plus tard, lorsque vous verrez la fonction réciproque. Elle est très utile pour les exercices. Donc, n plus 1 égale f de n, indiqué sur l'axe des abscisses, oui, les 4 premiers termes de la suite. Donc, voilà la figure. Je vais commencer par U1. U1, c'est f de U0. Regardez bien, le voilà, le U0, il est là, égal à 0,5. Regardez bien ce que je vais faire. U1 ou f de U0. Donc, comment j'obtiens l'image de U0 graphiquement? Voilà ce que je vais faire là. Voilà, c'est le pointé déjà. Voilà. Et voilà ici ça. Et je lis directement ici U1. Le haut f de U0. Je peux faire la chose suivante. Je peux prendre avec un compas et je prends cette distance-là et je dois la couper à l'axe des X. Ce n'est pas pratique. C'est pour cela qu'on vous a donné la première bisectrice. Regardez ce que je vais faire. Je vais prolonger ça. Voilà. Mais la première bisectrice, c'est l'ensemble des points dont l'ordonnée égale l'abscisse. Si l'ordonnée c'est U1, automatiquement l'abscisse serait U1. Voilà U1. Comme ça, j'ai placé U1 sur l'axe des X. Maintenant, plaçons U2. U2, c'est f de U1. Donc, comme je l'ai fait pour U0, voilà ce que je vais faire. Voilà. Je prends l'intersection avec la courbe. Comme ça, j'aurai U2. Je vais à la première bisectrice. Hop, je descends là. Je m'excuse. Et j'aurai là U2. De la même manière pour U3, vous allez remarquer que U3, il est là. C'est ça. On peut aussi, de la même manière, placer U3. Regardez bien ce qu'il a dit. Que peut-on conjecturer à propos de la monotonie de la suite? Attention, ici, ce n'est pas une démonstration, mais d'après la figure, est-ce qu'on peut deviner comment ça va être la monotonie de la suite? Bon, donc je remarque bien, vous voyez bien que U0 est plus petit que 1 et plus petit que 2. Donc on a l'impression que la suite, elle est croissante. Attention, dans les exercices, ce n'est pas une réponse. Dans l'exercice, on ne montre pas la monotonie avec des exemples. Dans l'exercice, il faut montrer que pour tout entier n, je dis bien n, un plus 1 moyenne est positive. Non pas avec des exemples. Juste dans cet exercice, juste on veut savoir comment serait la monotonie de la suite d'après l'exercice. Donc j'ai l'impression que la suite serait croissante. Autre chose, c'est de la convergence. Vous allez remarquer que les termes de la suite s'approchent colonne de 1. Donc on a l'impression que la suite va converger vers un juste. J'ai dit c'est quelque chose de graphique, comment on remarque les choses, c'est clair. Donc juste, c'est tout simplement, c'est graphique, du plus, du moins. Alors, on passe à la deuxième question. Donc juste, j'ai écrit, voilà, je l'ai expliqué ici, hein, la question. Dressez le tableau de variation de f. Donc vous allez voir, on est en train de préparer ce qu'on va utiliser dans la suite. Vous allez voir que
la simplicité de la réponse avec les fonctions, c'est beaucoup plus simple que l'exercice. Alors, donc, exercice 2, deuxièmement, petit a, f de x égale 2x sur 1 plus x au carré. On va étudier les variations. Donc, pour cela, f est une fonction rationnelle. Donc, les dérivables, c'est son domaine de définition qui est sur terre. Donc, je vais calculer f' de x est égal 2 fois 1 plus x carré moins 2x fois 2x sur 1 plus x au carré. D'accord? Alors, il est égal 2 plus 2x carré moins 4x carré sur 1 plus x au carré. Ça va nous faire 2 moins 2x carré sur 1 plus x au carré, que je peux écrire 2 fois 1 moins x carré sur 1 plus x au carré. Donc, le signe de f', il dépend du signe de 1 moins x carré. Et 1 moins x carré, on peut le considérer comme trinomial de second degré. Par conséquent, f' de x égale à 0 signifie que 1 moins x carré égale à 0 signifie que x égale à 1 ou x égale à moins 1. Moins 1, deux tableaux de variation de f. Alors, x, f' de x, moins l'infini plus l'infini, moins 1, 1, ça nul, ça nul. Signe de a à l'extérieur, donc négatif, négatif, et positif là. Par conséquent, la fonction f, elle est alors la fonction f, elle est alors là, donc je m'excuse, 2 fois 1 plus x carré moins 2x, donc 1 moins x carré, donc positif là. Alors, fonction terne, elle est décroissante, croissante, décroissante. Voilà. Alors, limite fait moins l'infini de f de x, c'est une fonction rationnelle. Donc, c'est la limite fait moins l'infini de 2x sur x carré, c'est-à-dire la limite fait moins l'infini de 2 sur x, c'est égal à 0. Donc, ici, 0. Kif, kif, limite fait plus l'infini, c'est 0. L'image de moins 1, vous allez voir moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Ou l'image de 1, c'est 1. Voilà le tableau de variation de f. D'accord? Ben. Alors, étudier le signe de f de x moins x. Alors, on va étudier le signe de f de x moins x pour x dans l'intervalle 0, 1. Pour x dans l'intervalle 0, 1. Alors, petit b, f de x moins x, il est égal 2x sur 1 plus x carré, moins x est égal 2x moins x au cube sur 1 plus x au carré. Il est égal x moins x au cube sur 1 plus x carré. Je peux mettre x en facteur, facteur de 1 moins x carré sur 1 plus x carré. Or, x, il est dans l'intervalle 0, 1. Bon, on peut aller plus loin aussi. On peut écrire x facteur de 1 moins x. Voilà, pour voir mieux les choses. Sur 1 plus x carré, où x, il appartient à l'intervalle 0, 1. Donc, positif, positif. Donc, tout est positif. D'où, conclusion, f de x moins x est supérieur ou égal à 0 pour x dans l'intervalle 0, 1. Voilà. Voilà. Alors, revenons à la suite. Troisièmement, comme je le dis, je répète, attention, il ne faut pas remplacer f du n par 2n sur 1 plus 1 carré. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Alors, troisièmement, on déduit que n est encadré entre 0 et 1. Alors,
Troisièmement, petit a. Comme d'habitude, je vais procéder par récurrence. Alors, pour n égale à 0, U0 égale à 1 demi. Il est bien encadré. Donc, je m'excuse, je vais voir l'encadrement large. Oui, strictement, c'est très important, strictement. Donc, il est inférieur strictement à 1, supérieur strictement à 0. D'où vrai pour n égale à 0. Supposons que 0 inférieur à n inférieur strictement à 1. Et montrons que 0 inférieur à n plus 1 inférieur à 1. Alors, regardez bien. On a 0 inférieur à n inférieur à 1. Et là, vous allez utiliser les variations de f dans l'intervalle 0, 1. Regardez bien, la fonction f, donc 0, il est là. Donc la fonction f, elle est croissante, strictement croissante dans l'intervalle 0, 1. Or, f est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1. Donc, je peux dire que f de 0 est inférieur à f de un est inférieur à f de 1. Et vous voyez bien la simplicité de la réponse. Ce n'est pas comme l'autre exercice. Ce qui signifie que 0 inférieur à n plus 1 inférieur à 1. Et ça y est. Et ça y est. D'accord? Signifie. Même chose. Petit b. Montrer que la suite n est croissante. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier le signe de un plus 1 moins un. Mais un plus 1, il y a f de n. Mais vous voyez bien, elle est de la forme f de x moins x. f de x moins x, un c'est un réel. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a montré que f de x moins x est positif pour x dans l'intervalle 0, 1. Et donc, je peux affirmer que ça, c'est positif, car un, il est dans l'intervalle 0, 1. Et ça y est. Ça y est. Voilà. Donc, vous voyez bien que même on a mis moins de temps dans cet exercice que l'autre. Hein? Dernière question. Montre que là, ça y est, on va traiter de la même façon. Hein? Montrer que la suite UN est convergente et calculer sa limite. Donc, quatrièmement, UN, elle est croissante. Voilà. Croissante, majorée par 1, donc convergente, soit L égale limite lorsqu'un tend vers plus l'infini du n. Comme on a fait tout à l'heure, UN, comme je l'ai déjà dit, lorsque vous avez une inégalité stricte, alors la limite serait une inégalité large. D'accord? D'accord? On a UN plus 1. C'est pas grave, je répète ce que j'ai déjà fait tout à l'heure. F est contenu en L. Donc, L est solution de l'équation f de L égale à L, ce qui signifie que 2L sur 1 plus L au carré égale à L. Comme j'ai déjà dit, tension, il ne faut pas simplifier. 2L égale à L plus L au cube, ce qui signifie que L au cube moins L égale à 0. Donc, L au cube, oui, donc L facteur de L au carré moins 1 égale 0, signifie que L égale à 0, ou L égale à 1, ou L égale à moins 1. Comme j'ai déjà dit, là, le fameux problème, il y a deux solutions. On utilise cuvette UN croissante. Donc, UN est minoré par son premier terme. Vous voyez bien l'utilité de cette remarque-là.
qui vaut 1 demi. Donc, L est égal à 1 demi. Je m'excuse. Donc, L est supérieur ou égal, je m'excuse, supérieur ou égal à 1 demi. Donc, automatiquement, L est égal à 1. Et comme ça, vous voyez bien qu'on a terminé l'exercice. Donc, vous voyez bien, il faut faire attention. Il ne faut pas mesurer votre travail avec le nombre d'exercices qu'on fait. C'est pas ça qui compte. Si vous voyez bien le contenu de l'exercice qui compte, vous voyez bien, j'ai choisi seulement 2 exercices que vous avez vu, la richesse, les méthodes qu'on a utilisées pour répondre aux questions, comme je le dis, vous voyez bien, suite sous forme de somme, comment on l'a traité. Donc, comme je le dis, je répète, il faut retenir la méthode de résolution, non pas la résolution elle-même. C'est clair, d'accord? Donc, juste une petite remarque, un petit exercice, juste pour vous rafraîchir. Si je considère la somme Sn égale à 1 sur 2n, non, je m'excuse, 1 sur n plus 1 sur n plus 1, plus etc., plus 1 sur 2n. D'accord? Ça, c'est une suite sous forme. Ce que j'ai remarqué, défini pour n appartient à une étoile. Ce que j'ai remarqué, donc c'est un autre exercice. C'est un autre exercice. Ce que j'ai remarqué, c'est que les élèves ont une difficulté à manipuler une suite sous forme d'une somme. Je vous ai dit, comme on l'a fait dans l'exercice, lorsqu'on a une suite sous forme d'une somme, il y a 2 chemins à suivre. Ou bien, les termes de la somme ont des puissances d'un même nombre. Somme des puissances d'un même nombre, là vous avez une formule, 1 plus a plus a carré plus etc. plus a puissance 1, là vous avez une formule que vous allez utiliser directement. Ou bien, il va vous demander d'encadrer cette somme. Alors, je l'ai déjà dit, pour encadrer une somme, il faut encadrer chaque terme de la somme, puis faire la somme membre à membre. Comment j'encadre chaque terme de la somme? Il faut revoir l'exercice. Y a-t-il un encadrement particulier que je vais appliquer pour chaque terme de la somme? Vous regardez ce que j'ai dit ici, regardez bien, montrez que, tout d'abord, je vous parle premièrement, calculer U1, U2, U3. Ce que j'ai remarqué que les élèves, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, les élèves ne savent pas comment se comporter avec une somme. Dès que je dis U1, ils vont me dire 1, U2, 1 demi, U3, je ne sais pas quoi, un tiers. Mais c'est pas ça. Regardez bien, Sn, c'est la somme de combien de termes? Regardez bien. Je commence par n et je m'arrête en 2n. Donc, c'est la somme 2n moins n, 2n moins n plus 1. Donc, c'est la somme de n plus 1 terme. Je devais voir n plus 1 terme. Donc, S1, 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 à quoi est égal? Par quoi je vais commencer? Je vais commencer par, regardez bien, je vais commencer par 1 sur 1 et je m'arrête, oui, je m'arrête où? Je m'arrête en quoi? Bon, si je facilite les choses, voilà. Je commence par 1 sur n plus 1. Je commence par n plus 1. Donc, S1, je vais commencer. Donc, combien de termes ici? 2n moins n plus 1, plus 1. Je vais trouver un terme. Donc, Sn doit comporter un terme. S1 va comporter un seul terme. Comment? Je commence par le premier terme. Je commence par 1, n égale à 1. Donc, 1 demi, je m'arrête sur 1 demi. Donc, S1, c'est 1 demi. S2. Vous voyez bien, c'est 1 sur n plus 2, etc. Donc, S2, je vais commencer par 1 tiers. Puis, je m'arrête 1 quart. Donc, S2, c'est 1 tiers plus 1 quart. Alors, on fait 2 termes. S3, c'est, je vais commencer par 1 quart et je m'arrête où? 1 sixième. Donc, c'est 1 quart plus 1 cinquième plus 1 sixième, etc., etc. Bien. Deuxième question. Montrer que Sn est encadré entre 1 et un demi. Ah. Comment je vais procéder? Tout d'abord, il y a des élèves qui disent
je vais faire une démonstration par récurrence. Mais, regardez bien, une démonstration par récurrence existe une chose très importante. Elle exige qu'on ait une relation entre n plus 1 et entre Sn plus 1 et Sn, et qu'on n'a pas ici. On n'a pas une relation entre Sn plus 1 et Sn, donc on ne peut pas procéder par récurrence. La deuxième idée qui vient à l'esprit, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit, pour encadrer chaque terme de la somme, pour encadrer une somme, il faut encadrer chaque terme de la somme. Et je vous ai dit, comment j'encadre chaque terme de la somme? Je devais voir dans l'exercice un encadrement particulier que je vais appliquer. Le problème, c'est que ici, je n'ai pas cet encadrement. Je n'ai pas, c'est la première, je n'ai pas de questions auparavant. Directement, il m'a dit, montrer que Sn est inférieur à 1 demi. Donc là, il y a une idée qu'on devait avoir. Comme je l'ai déjà dit, là, fais-moi des trucs qui font la différence dans l'examen final du bac. Fais-moi des choses obligatoirement, si vous n'avez pas vu ce type de truc au cours de l'année, vous ne pouvez pas répondre à ce type de questions. Regardez bien, ça c'est un truc que je vais vous le donner. Regardez bien. J'ai la somme de n termes. Vous allez me dire quel est le plus grand terme de ces sommes-là. Le plus grand terme, c'est celui qui a le plus petit dénominateur. Donc le plus grand, 1 sur n plus 1. Et le plus petit, c'est celui qui a le plus grand dénominateur. C'est 1, 2, 1. Donc vous regardez bien ce que je vais écrire. Je vais écrire que tous les termes de la somme sont plus grands que 1 sur 2n et plus petits que 1 sur n plus 1. Donc regardez, il est plus petit que 1 sur 2n. Plus grand que 1. Je m'excuse. Plus grand que 1 sur 2n, plus petit que 1 sur n plus 1. 1 sur n plus 2, plus petit que 1 sur n plus 1, plus grand que 1 sur 2n, d'accord? Etc. Jusqu'à 1 sur 2n, plus grand que 1 sur 2n, et plus petit que 1 sur n plus 1. Alors, on fait la somme membre à membre. Nous aurons ici Sn, ici 1 sur 2n plus 1 sur 2n plus combien de fois ici n terme, donc c'est exactement n fois 1 sur 2n, et l'autre fois n sur n plus 1. Et comme vous allez remarquer, Sn est inférieur ou égal, ça c'est 1 sur n plus 1 est plus petit que 1. Ou là, je simplifie par n et je reviens n demi. Donc, vous voyez bien ce truc-là, comment on peut l'utiliser dans certains exercices. Donc, comme je le dis, je répète, on ne mesure jamais notre travail avec le nombre d'exercices qu'on fait. D'accord? Donc, voilà, avec ces deux exercices-là et ce petit exemple qu'on vient de voir, vous allez voir pas mal de choses à retenir. D'accord? Merci bien.